Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision. Au sommaire de ce journal, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont rendu public les sanctions de la communauté contre le Mali, condamnant ainsi le projet de la junte à continuer à diriger le pays jusqu'à 5 années supplémentaires. Et puis de l'espoir en Somalie, les acteurs politiques parlent enfin le même langage et trouvent un consensus autour de la date des élections parlementaires. Novak Djokovic remporte sa première bataille juridique face aux autorités australiennes. Djokovic est désormais libre de ses mouvements, mais le gouvernement fédéral peut encore l'expulser à tout moment. La CAN a ouvert ses portes hier au Cameroun avec la victoire des Lions indomptables du Cameroun face aux étalons du Burkina Faso, score 2-1. Encore une fois, bienvenue à ce temps d'information sur Lumière du Monde Télévision, fermeture des frontières avec le Mali, mise du pays sous embargo, rappel des ambassadeurs, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont rendu public les sanctions de la communauté contre le Mali, condamnant ainsi le projet de la junte de continuer à diriger le pays jusqu'à 5 années supplémentaires. Les images. Isoler le Mali pour le contraindre à revoir sa copie. Réunis au Ghana, les dirigeants de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest rejettent la dernière proposition des autorités maliennes, le retour à un pouvoir civil dans 4 ans. Autant nous sommes conscients de la complexité de la situation de ce pays, autant nous pensons que toutes les réformes politiques, économiques et sociales visant la refondation du Mali ne pourraient être conduites que par des autorités démocratiquement élus. Parce que la junte au pouvoir au Mali n'a pas l'intention d'organiser des élections en février prochain, la CEDEAO entend sanctionner durement le pays en décidant la fermeture des frontières avec le Mali, la suspension des échanges non nécessaires, des blocages d'aides financières, le gel des avoirs du pays auprès de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et le rappel d'ambassadeurs. Ces derniers jours, l'organisation et les autorités maliennes avaient multiplié les discussions. Pour Bamako, le calendrier prévu était intenable en raison de la crise sécuritaire. Elle demandait initialement un délai de 5 ans avant la transition au pouvoir civil. La CEDEAO pousse, elle, pour une transition rapide. L'organisation régionale avait ainsi décrété un embargo contre le Mali après le premier coup d'État en 2020. Les sanctions avaient été levées au bout d'1 mois et demi contre la promesse d'élection en 2022. Arrivée au pouvoir l'an dernier après un nouveau putsch, la junte menée par le colonel Assimi Goïta estime impossible d'organiser des élections dans le pays. Elle invoque l'insécurité persistante et la nécessité de réformes avant tout scrutin. Et suite à ces sanctions, les autorités maliennes ont répliqué immédiatement à travers une déclaration lue à la télévision publique, déclaration à travers laquelle elles disent regretter les sanctions de l'organisation sous-régionale se faisant instrumentaliser, selon les termes de la junte au pouvoir, par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués. En guise de réponse à ces sanctions, le Mali a décidé de rappeler ses ambassadeurs dans les pays de la CEDEAO et de la fermeture de ses frontières. Nous le disions au sommaire de votre journal de l'espoir en Somalie. Les acteurs politiques parlent enfin le même langage et trouvent un consensus autour de la date des élections parlementaires. Le Premier ministre Mohamed Hussein Rebol, avec les chefs d'État fédérés, ont opté pour la période du 15 janvier au 25 février 2021. La question de la sécurisation de ces élections semble également avoir trouvé réponse. Les dirigeants somaliens se sont réunis et annoncé avoir trouvé un accord pour finaliser les élections parlementaires. Après plusieurs retards, des discussions organisées par le Premier ministre Mohamed Hussein Rebol avec des chefs d'État fédérés ont permis de fixer un délai de 40 jours et désamorcer une crise politique amère qui inquiète la communauté internationale. L'élection de l'Assemblée du peuple sera terminée entre le 15 janvier et le 25 février. La sécurité des sièges et bureaux gouvernementaux situés au palais présidentiel ont également été évoqués. L'AMISOM devrait renforcer et protéger la présidence somalienne. La conférence intervient au terme d'une crise politique opposant le Premier ministre au président de la République de Somalie.
Il aurait eu 100 ans s'il était encore sur la terre des hommes. La naissance du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré a été commémorée par ses partisans, les sékoutouréistes. Une célébration qui suscite beaucoup d'interrogations en Guinée. Réaction sur place. Nous qui parlons aujourd'hui du camarade Ahmed Sékou Touré, nous ne l'avons pas connu, nous ne l'avons pas vu physiquement. Et aujourd'hui, après 100 ans, la Guinée se mobilise. Après 100 ans, la jeunesse se mobilise pour le célébrer. Il s'est battu pour le monde. Il s'est battu pour montrer au monde entier que le noir était valeureux. Il s'est battu pour montrer au monde entier que la couleur de la peau ne signifiait rien, que c'est le travail qui fait quelque chose. Je ne dirais pas que Sékou Touré fut une personne parfaite, mais je dirais que Sékou, ses qualités surplombent sur ses défauts. Nous devons puiser ses qualités, s'en servir de cela pour aller de l'avant. Au Soudan, les manifestations contre le pouvoir militaire ne faiblissent pas et le nombre de victimes de la répression continue de grandir. Un manifestant aurait été tué suite aux bombes lacrymogènes lancées par la police. L'information émane du comité des médecins soudanais proche du mouvement de contestation. Ce drame intervient avant la tenue des pourparlers réunissant civils et militaires soudanais pour une sortie de crise née du coup d'État militaire du 25 octobre dernier. La rencontre, rappelons-le, est une initiative des Nations Unies. Un manifestant soudanais a été tué aujourd'hui à Khartoum. Il aurait été touché au cou par une bombe lacrymogène lancée par les forces de sécurité. C'est ce qu'indique le comité des médecins soudanais proche du mouvement de contestation. Ce drame intervient 24 heures avant le lancement par l'ONU de pourparlers réunissant civils et militaires soudanais et destiné à sortir le pays de la crise née du coup d'État du 25 octobre dernier et dirigé par le général Abdel Fattah. Ailleurs dans l'actualité, nous parlons à présent santé, notamment de l'épidémie mondiale de la Covid-19. Le reportage qui va suivre nous fait le point de la situation du variant Omicron dans certains pays de l'Union européenne. La campagne de vaccination se poursuit en Europe. Le Royaume-Uni intensifie son effort pour injecter une dose de rappel à ses habitants, alors que le variant Omicron est majoritaire dans le pays. Dans le même temps, l'exécutif envisage de suivre l'exemple des États-Unis et de réduire la période d'isolement pour les personnes testées positives au coronavirus de 7 à 5 jours afin de soulager la pression en entreprise et dans les services publics. Je m'en remettrai évidemment toujours à l'avis des scientifiques sur ce point. Cela contribuerait à atténuer certaines des pressions exercées sur les écoles, sur les effectifs critiques, mais je serai absolument guidé par les conseils des experts. En Espagne également, le variant a dopé les taux de contamination. Selon les derniers chiffres, le pays est désormais passé devant le Royaume-Uni en termes de tests positifs quotidiens. La 6e vague commence à mettre à rude épreuve le système de santé du pays, mais pas seulement. Le secteur privé souffre également du nombre élevé d'arrêts maladie qui se comptent en centaines de milliers ces derniers jours. Rien que cette semaine, 5 ou 6 collègues ont été infectés et c'est impossible de trouver des remplaçants. En Allemagne, les autorités sont prêtes à tout pour convaincre parents et enfants de se faire vacciner. La ville de Cologne a ainsi tout simplement aménagé un Airbus pour faire décoller le taux de vaccination des 5-11 ans. Je pense que c'est une excellente campagne. Pour les enfants, c'est quelque chose de complètement différent que chez le pédiatre et tout est très bien organisé. En Chine également, les autorités ont en quelque sorte le goût de la démesure. Dans le nord de la Chine, la mairie de Tianjin a conseillé dimanche à ses 14 millions d'habitants de rester chez eux pendant qu'elle procédait à des tests massifs. En cause, une série de cas récents, dont plusieurs liés au variant Omicron. Selon les derniers chiffres officiels, le pays n'a enregistré que 100 000 cas, dont 4 600 mortels depuis le début de l'épidémie. Et nous ouvrons à présent la page Cannes de votre journal. L'Afrique a vibré dimanche 9 janvier au rythme de la 33e édition de la messe de son football avec une cérémonie d'ouverture haut en couleur au stade de Olembe au Cameroun, grande nation de football. Mais soulignons-le, cette fête du ballon rond africain a été rythmée par beaucoup de moments d'incertitude quant à son organisation effective. Retour sur des mois d'hésitation et de flou qui ont précédé le coup d'envoi de ce banquet du football africain. Le Cameroun. 20 septembre 2014,
le Cameroun obtient l'organisation de la CAN 2019. Le pays n'avait plus accueilli la Coupe d'Afrique des Nations depuis 1972. Ce tirage est donc historique. La nouvelle est même accueillie comme une bénédiction pour le pays, mais les travaux des stades mettent plus de 2 ans à démarrer. 4 ans plus tard, les Camerounais déchantent à 7 mois du coup d'envoi de la CAN. Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019 de Cameroun. Le passage de 16 à 24 équipes décidé en juillet 2017 n'arrange pas le Cameroun, où les chantiers de construction et de rénovation des stades sont considérablement en retard. C'est l'Égypte qui hérite finalement de l'organisation. Coup dur pour les Camerounais. Le Cameroun obtient l'organisation de la CAN 2021. Le pays a donc 2 ans pour se préparer. Mais la compétition gêne. Elle tombe au même moment que la première édition de la nouvelle version de la Coupe du Monde des clubs. La FIFA fait pression sur la CAF. La CAN est finalement avancée à janvier 2021. 6 mois plus tard, c'est un nouveau coup dur pour une édition qu'on pourrait croire maudite. C'est au tour de la pandémie de Covid-19 de s'inviter. Elle force la CAF à repousser de nouveau la CAN, d'1 an cette fois-ci. Prévue pour se tenir en janvier 2022, elle inquiète. Le Cameroun n'est pas prêt à quelques semaines du coup d'envoi de la compétition. Dans la foulée, des clubs européens ne veulent pas perdre leurs joueurs africains et menacent de ne pas les libérer. Finalement, la plupart d'entre eux rejoignent leur sélection. Certains dénoncent un mépris du football européen pour le continent africain. Au bout du tunnel, et malgré quelques soucis de logistique, la CAN 2021 se tient enfin. Place désormais à la fête, au rectangle vert et à la compétition sportive la plus importante du continent. L'ouverture de cette CAN a été marquée par la victoire des Lions indomptables du Cameroun. L'ouverture de cette CAN a été marquée par la victoire des Lions indomptables du Cameroun, pays hôte, face aux étalons du Burkina Faso sur le score de 2-1, une victoire célébrée dans les rues de Yaoundé et dans tout le reste du pays. Au Cameroun, l'heure est à la fête après la victoire dimanche des Lions indomptables contre les étalons du Burkina Faso. À Yaoundé, près du stade, les supporters ont continué de célébrer dans les rues. Le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations a débuté le championnat en renversant 2-1 les Burkinabés grâce à 2 pénaltys de son capitaine Vincent Aboubakar. Toujours dans le groupe A pour cette journée d'ouverture, l'Éthiopie s'est inclinée devant le Cap-Vert 0-1, mettant le Cameroun et le Cap-Vert à égalité en tête du groupe. Après cette première journée de compétition, l'heure est au repos pour les joueurs qui reviendront dans les stades jeudi 13 janvier. Pour cette seconde journée du groupe A, le Cameroun s'opposera à l'Éthiopie, tandis que ce sera au tour de l'équipe du Cap-Vert d'affronter les étalons du Burkina Faso. La première sortie des étalons du Burkina Faso à cette CAN a été suivie avec beaucoup d'attention à Ouagadougou. On écoute quelques supporters au terme de la rencontre. Ils disent toujours garder espoir malgré la défaite contre le pays organisateur, le Cameroun. L'arbitre n'a pas été à la hauteur, mais bon, on s'en remet, il n'y a pas de problème. Il y a une suite. Je pense qu'avec les équipes à venir, on va mettre le maximum. On va passer au premier tour, là, ça c'est sûr. Les étalons vont rebondir et iront de l'avant pour les prochains matchs à venir. Et j'ai foi à notre équipe et j'ai foi à notre nation. Nous avons la meilleure équipe de la CAN. On a des gars qui ont envie de gagner, on a des gars qui ont envie d'aller de l'avant, donc on n'a pas peur. Si elle peut aller loin, pour peu que tout se passe bien, je pense que ouais, on a une chance, on a la chance de partir loin. On écoute à présent la réaction du coach de la sélection burkinabé, Firmin Sanou, après la défaite contre le Cameroun. J'aurais aimé que l'arbitre aille voir le VAR sur le coup de coude, parce qu'il n'y a même pas de ballon dans la zone. Il n'y a pas de ballon dans la zone. Et le règlement prévoit quoi? S'il n'y a pas de ballon dans la zone, je donne un coup de coude à un joueur, c'est un carton rouge. Et je suis persuadé que si c'était mes joueurs qui avaient fait une telle faute, on allait prendre le rouge. Je ne rougis pas pour les pénaltys, je ne sais pas si elles y sont ou pas. Voilà. Mais le coup de coude, ah oui, là il y a un problème. Il y a un problème, malheureusement c'est comme ça. On jouait contre un pays organisateur, on savait déjà qu'on était défavorisé. Et la preuve, ça s'est passé comme on l'avait prévu.
La crise soudanaise pourra-t-elle trouver un dénouement par le canal de la passion du football, facteur de rapprochement des consciences? C'est ce à quoi aspirent les Soudanais qui espèrent de bons résultats de leur sélection nationale à cette CAN, résultats qui pourraient, souhaitent-ils, contribuer à l'apaisement social et politique dans leur pays. La Coupe d'Afrique des Nations attendue comme une bouffée d'oxygène au Soudan. La capitale Khartoum est confrontée à de violents affrontements entre les manifestants et l'armée au pouvoir et tout le pays espère que les crocodiles du Nil vont porter haut les couleurs soudanaises. L'équipe nationale qui lance son tournoi ce lundi soir face à la Guinée-Bissau est l'un des invités surprises de la CAN après avoir créé l'exploit durant les qualifications en éliminant un ancien vainqueur, l'Afrique du Sud. La mission des Soudanais s'annonce tout de même complexe dans le groupe D, avec la présence de deux outsiders du tournoi, l'Égypte emmenée par la star de Liverpool, Mohamed Salah, et le Nigeria, triple vainqueur de l'épreuve. Le Soudan a connu d'ailleurs une préparation mouvementée avec le limogeage en fin d'année de son sélectionneur Hubert Velu, mais cela n'empêche pas les crocodiles du Nil de nourrir de belles ambitions au moment de se jeter dans la compétition ce soir au stade Roumdé Hadidja de Garoua. Novak Djokovic, le tennisman serbe, a remporté la première bataille juridique face aux autorités australiennes après la décision de la Cour du circuit fédéral d'annuler l'annulation du visa du Serbe. Djokovic est désormais libre de ses mouvements, mais rappelons-le, le gouvernement fédéral peut encore l'expulser à tout moment. Novak Djokovic est libre. Le numéro 1 mondial de tennis a remporté une victoire dans la bataille judiciaire qui l'oppose aux autorités australiennes. Le juge du tribunal fédéral a estimé que le Serbe est bien rentré légalement dans le respect de la réglementation sanitaire sur le territoire national. Depuis 5 jours, le joueur est retenu dans un centre de rétention de Melbourne en attente d'une décision. Pour le gouvernement de Canberra, il s'agit d'un revers très symbolique, mais l'exécutif pourrait encore ordonner l'expulsion de Djokovic, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant 3 ans. En attendant, le joueur devrait reprendre la direction des cours et de l'entraînement. L'Open d'Australie débute dans 7 jours. Novak Djokovic ambitionne de s'offrir un 21e tournoi du Grand Chelem qui le placerait au sommet de l'histoire du tennis devant ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Rafael Nadal. Religion à présent, la CAN aux couleurs de l'évangélisation. Hier a commencé la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, opposant 24 pays. Des centaines de chrétiens dans le pays se sont préparés pour cette occasion. Ils se mobilisent pour une vaste campagne d'évangélisation durant ces grands rassemblements dans 6 stades de 5 villes camerounaises. Ainsi, la 25e équipe impulsée par le mouvement d'évangélisation Go Cameroun va à la rencontre des spectateurs dans les rues et les stades. Les groupes distribuent des tracts avec les plans des matchs et d'autres informations utiles sur lesquelles figurent également des tests d'évangélisation. Les chrétiens à l'œuvre tiennent aussi des stands de littérature chrétienne à proximité des stades. C'est ici que se referme ce journal. Nous avons pris, comme d'habitude, beaucoup de plaisir à vous le présenter. Merci, bonsoir, Dieu vous bénisse.